Je n'oublierai jamais le moment où tout a basculé. Un après-midi ordinaire qui n'aurait jamais dû porter en lui la moindre trace d'exception. Je me souviens encore du soleil qui traversait les rideaux comme s'il cherchait à adoucir une journée trop silencieuse, de la manière dont je rangeais mécaniquement la cuisine en cherchant à me convaincre que tout allait bien chez nous, même si quelque chose avait déjà commencé à se fissurer depuis des mois. Ce jour-là, alors que je m'apprêtais à appeler mon fils pour lui rappeler de rentrer tôt, j'ai remarqué qu'il avait lui-même essayé de me joindre. J'ai rappelé par réflexe, sans imaginer une seule seconde que ce simple geste allait m'ouvrir une porte que je n'étais pas censé franchir. Quand il a décroché, je n'ai entendu aucune réponse, juste un bruit de fond étouffé, comme si le téléphone était dans une poche ou sur une table. J'ai attendu encore quelques secondes, pensant qu'il allait dire quelque chose, puis j'ai compris qu'il ne savait pas que la communication était ouverte. Je m'apprêtais à raccrocher pour ne pas m'imposer un moment qui ne m'était pas destiné, mais un son a retenu mon geste, une respiration irrégulière, presque tremblante, quelque chose qui ne ressemblait pas à l'insouciance habituelle de mon fils. Ce souffle fragile a suffi pour me clouer sur place, un instinct viscéral prenant le dessus, un instinct de parent qui reconnaît la détresse même cachée derrière un silence. Progressivement, j'entendais des pas, des légers froissements de vêtements, le bruit d'une chaise qu'on déplace. Rien de particulier, et pourtant tout sonnait étrangement lourd, comme si chacun de ces gestes pesait plus que leur apparence. Je me suis retrouvé à écouter, d'abord par inquiétude, puis par une forme de peur sourde, celle qui traverse la poitrine quand on comprend que quelque chose se passe dans la vie de son enfant, quelque chose de suffisamment grave pour qu'il ne le partage pas. J'ai senti monter en moi une tension que je n'avais plus connue depuis son enfance, cette période où la moindre toux me réveillait la nuit. Puis j'ai compris qu'il parlait. Pas à moi, évidemment, mais à lui-même, ou peut-être à quelqu'un en face de lui. Sa voix était basse, presque imperceptible, mais chargée d'un poids que je ne lui connaissais pas. J'ai entendu la manière dont il cherchait ses mots, comme s'il avait peur qu'ils sortent avant qu'il ne puisse les retenir. Et ce que j'ai perçu dans son souffle, dans ses pauses, dans les tremblements qu'il tentait d'étouffer, a commencé à éteindre une à une les certitudes que j'avais sur notre relation, sur notre famille, sur le rôle que j'avais tenu jusqu'ici. Je l'ai entendu dire, d'une voix brisée, qu'il ne savait plus comment avancer, qu'il avait l'impression de décevoir tout le monde, de vivre sous une pression qu'il n'arrivait plus à porter. Il parlait de l'école, de ce sentiment de courir après des attentes impossibles, de cette peur constante de ne pas être à la hauteur. Entre deux respirations, il confiait qu'il se sentait seul, même entouré, même avec des parents qui pensaient sûrement bien faire, mais qui, sans le vouloir, lui faisaient croire que chaque erreur était une catastrophe. Ce mot-là, catastrophe, m'a frappé de plein fouet. Je l'avais utilisé souvent sans y penser, persuadé qu'il comprenait que je parlais d'un détail, d'une maladresse, mais lui avait visiblement entendu tout autre chose. À mesure que les minutes passaient, je découvrais une version de mon fils que je n'avais jamais vue. Un garçon qui se cachait derrière des sourires rapides, des réponses brèves, des « tout va bien » qui n'étaient que des murs pour éviter de nous inquiéter. Et tandis qu'il continuait de parler, sans savoir que chaque syllabe me transperçait, je réalisa à quel point je m'étais trompé sur ce que je croyais être une proximité familiale. Je croyais être présent, attentif, je croyais deviner ses émotions avant même qu'il ne les exprime. Mais la vérité me revenait en plein visage, je ne savais presque rien de ses luttes intérieures. Son souffle est devenu plus rapide, plus saccadé, et j'ai compris qu'il pleurait. Pas un simple sanglot d'adolescent frustré, non, mais un effondrement silencieux, celui qu'on retient trop longtemps, celui qu'on se permet seulement quand on pense être totalement seul. L'entendre pleurer ainsi a réveillé une douleur qui m'a pris à la gorge, une sensation d'impuissance absolue. Je voulais courir le rejoindre, le prendre dans mes bras, lui dire que rien n'était aussi grave qu'il le croyait. Mais j'étais figé, comme si mon corps n'arrivait pas à suivre ce que mon cœur lui hurlait. Il disait qu'il avait peur de me décevoir. Moi, son père, celui qui croyait lui offrir un cadre, mais qui avait peut-être construit une cage. Il disait qu'il ne voulait pas m'inquiéter, qu'il voulait être fort, que je semblais avoir tellement confiance en lui qu'il n'osait pas avouer ses faiblesses. Chaque mot était un miroir brisé qui reflétait mes erreurs, mes exigences voilées, mes phrases lancées sans réfléchir, mes impatiences, mes comparaisons maladroites. Je me suis rendu compte que j'avais parfois jugé sans mesurer l'impact que cela pouvait avoir sur lui,
Je pensais le pousser à donner le meilleur de lui-même, alors que je le poussais peut-être juste à s'éloigner. Plus il parlait, plus je comprenais que tout ce qu'il vivait, il le vivait seul, persuadé que je n'aurais pas le temps, la patience ou l'ouverture pour écouter vraiment. Il expliquait qu'il avait peur de me montrer ses faiblesses, qu'il croyait que je valorisais surtout sa réussite, son sérieux, son image parfaite. Il disait qu'il n'était pas sûr de pouvoir continuer comme ça, que ses nuits étaient longues, trop longues, que le silence lui pesait au point qu'il avait parfois l'impression d'étouffer. Entendre cela sortant de la bouche de mon propre fils a créé en moi un vide, un vertige, presque un choc. Je me demandais comment j'avais pu ignorer tout cela, comment j'avais pu manquer les signes. Puis il a parlé d'un moment récent, une journée où je l'avais à peine regardé, trop absorbé par mes propres préoccupations. Je croyais qu'il comprenait que j'étais fatigué, préoccupé. Mais lui avait interprété ce silence comme une confirmation qu'il me décevait, qu'il n'était pas assez bien, qu'il n'avait aucune place dans mes pensées ce jour-là. C'est à cet instant que j'ai senti quelque chose se briser en moi, un mélange de culpabilité, de regret et de terreur. Je réalisais combien mes gestes les plus simples pouvaient devenir des ombres dans son esprit. Alors que je continuais d'écouter, les minutes devenant de longues étendues douloureuses, j'ai senti que mon regard sur lui changeait irrémédiablement. Je ne voyais plus l'adolescent volontaire, l'enfant que j'avais élevé, mais un être fragile, en équilibre sur un fil invisible, portant un poids qu'il n'aurait jamais dû porter seul. Et plus je l'écoutais, plus je me disais que ce coup de téléphone inattendu n'était peut-être pas un accident, mais un avertissement, une chance de voir au-delà de ce qu'il me montrait. À ce moment-là, je me suis surpris à respirer comme si j'avais couru un marathon, mon cœur battant plus vite que je ne l'aurais imaginé possible. Je savais que lorsque j'allais raccrocher, rien ne serait plus jamais pareil. Je savais aussi que je ne pouvais pas me précipiter vers lui comme si de rien n'était. Il fallait que je comprenne d'abord, profondément, tout ce que sa voix tremblante m'avait révélé. Je voulais l'aider, mais je devais d'abord apprendre à écouter autrement, à être présent autrement. Et quand sa voix s'est enfin tue, remplacée par un silence tellement lourd qu'il semblait occuper tout l'espace, je suis resté là, le téléphone collé à mon oreille, incapable de décider si je devais parler ou disparaître pour absorber ce que je venais d'entendre. Une seule certitude s'imposait, rien ne serait plus jamais comme avant. Cette conversation involontaire venait d'ouvrir une brèche. Une vérité brute qui allait m'obliger à revoir tout ce que je croyais savoir sur mon fils, sur moi-même et sur notre famille. Quand j'ai finalement raccroché, ou plutôt laissé la connexion s'interrompre d'elle-même, je suis resté quelques secondes immobile, comme si mon corps refusait de reprendre le cours banal de l'existence après ce que je venais d'entendre. La maison autour de moi semblait soudain immense, trop calme, presque étrangère. Je regardais les objets familiers, les photos accrochées au mur, les traces du quotidien que je croyais stable et maîtrisé, et tout me paraissait décalé, comme si j'avais soudain ouvert les yeux sur un décor qui n'avait jamais été celui que j'imaginais. Je pensais à mon fils, à sa voix tremblante, à ce poids qu'il portait en silence depuis je ne sais combien de temps. Et plus je fixais mon téléphone éteint, plus je sentais qu'une partie de moi s'était fissurée de manière irréversible. Je me suis assis, puis relevé presque aussitôt, incapable de trouver une position qui puisse apaiser la tempête qui tournait en moi. Je voulais le rejoindre immédiatement, mais une autre partie de moi savait que courir vers lui sans comprendre entièrement ce qu'il traversait serait peut-être une manière maladroite de répéter les erreurs du passé. Il fallait d'abord que je regarde la vérité en face, que je reconnaisse ma responsabilité dans le silence qu'il avait construit. Je savais qu'un parent ne peut pas tout deviner, mais je réalisais aussi que j'avais trop souvent interprété son calme comme une preuve que tout allait bien, au lieu d'y voir peut-être la conséquence d'une fatigue intérieure qu'il n'osait pas exprimer. Je me suis surpris à repenser à son enfance, à des moments que j'avais probablement oubliés trop vite. Je me souvenais de lui à 8 ans, concentré sur ses devoirs d'une manière qui me semblait admirable à l'époque, alors que je n'y voyais pas encore la peur de décevoir. Je me souvenais de lui à 12 ans, inquiet pour un test de mathématiques, et de moi qui lui disais que ce n'était pas grand-chose, prétendant le rassurer alors que je le poussais peut-être sans m'en rendre compte à redoubler d'efforts. Toutes ces images revenaient une à une, comme si elles attendaient depuis des années dans un coin de ma mémoire, prêtes à me rappeler que les gestes les plus anodins peuvent devenir des pierres dans le cœur d'un enfant. Je me suis demandé ce qu'il faisait à ce moment précis, s'il pensait encore à ce qu'il avait dit, s'il réalisait seulement qu'il m'avait laissé entendre tout cela. Peut-être qu'il n'avait aucune idée que sa voix avait traversé cette ligne invisible. Peut-être qu'il était en train de lutter pour reprendre son souffle.
Peut-être qu'il essayait de redevenir ce garçon calme qu'il pensait que je voulais qu'il soit. Ces pensées me déchiraient, parce que je comprenais soudain que, depuis longtemps, il adaptait son comportement pour me rassurer, au lieu de chercher à apaiser ses propres inquiétudes. J'ai fini par sortir marcher, comme si le mouvement pouvait alléger le poids que je portais. L'air extérieur était frais, presque coupant, et j'ai senti immédiatement combien j'avais besoin de cette sensation, comme si elle me ramenait à moi-même. Je marchais sans direction précise, laissant mes pas me guider, cherchant dans le rythme du mouvement une forme de clarté qui m'avait échappé jusque-là. Je repensais encore et encore aux mots qu'il avait prononcés, à ces phrases hachées, à ce souffle brisé qui exprimait plus que n'importe quel discours. Le monde autour de moi continuait de vivre, avec des gens qui allaient et venaient, pressés ou distraits, inconscients de la tempête qui se jouait dans ma tête. Je me sentais presque invisible parmi eux, comme si j'étais en train de traverser un passage intérieur auquel personne d'autre n'avait accès. Je me suis arrêté près d'un banc et je me suis assis. J'ai laissé mes mains retomber sur mes genoux et j'ai fermé les yeux. Je ne cherchais pas à réfléchir, seulement à sentir. Et ce que je sentais, c'était un mélange de peur, de tristesse et de détermination. Peur de ce qu'il pouvait traverser en silence. Tristesse de savoir qu'il avait souffert sans me parler. Détermination à ne plus jamais laisser cela arriver. Je savais que je ne pouvais pas effacer ce qu'il vivait, mais je pouvais être là, pleinement, avec une écoute plus douce, plus attentive, plus vraie. Peu à peu, en laissant ces pensées se déposer, j'ai commencé à comprendre que ce que j'avais entendu n'était peut-être qu'une partie d'un ensemble plus vaste. Mon fils n'avait pas confié ses peurs par accident. C'était une faille dans son armure, une porte légèrement entr'ouverte, suffisamment pour me permettre de voir l'étendue de ce qu'il cachait. Et si j'avais eu accès à ces mots, c'était peut-être parce qu'au fond, une partie de lui voulait être entendue. Il ne savait pas comment me parler, mais il en avait besoin. C'était à moi maintenant de lui montrer que je pouvais recevoir ce qu'il portait sans le juger. Je suis rentré à la maison après presque 1 heure de marche et je me suis immédiatement dirigé vers sa chambre vide. Elle était dans un désordre que je n'avais pas remarqué depuis longtemps. Sur le bureau, des cahiers ouverts, des feuilles à noter, des mots barrés, corrigés, réécrits plusieurs fois, comme si chaque phrase devait être parfaite. J'ai posé mes doigts sur l'un de ces cahiers, sans l'ouvrir vraiment, juste pour sentir la tension qu'il devait ressentir en travaillant dessus. J'ai regardé son lit, encore défait, et je me suis imaginé les nuits dont il avait parlé, ces nuits longues où le silence semble écraser les pensées au lieu de les apaiser. En observant tous ces détails, j'ai compris à quel point il s'efforçait de maintenir une façade. Tout ce qu'il faisait semblait empreint d'une volonté de prouver quelque chose, non seulement à l'extérieur, mais à lui-même. Ce n'était plus de l'ambition, mais une lutte intérieure, un combat sans adversaire visible, où il se retrouvait seul contre lui-même. Je me suis demandé quand tout cela avait commencé. Était-ce une accumulation lente, imperceptible de petites tensions? Ou bien un événement précis l'avait-il fait basculer vers cette solitude intérieure? Je n'avais aucune réponse, seulement des hypothèses qui me faisaient culpabiliser davantage. Je suis resté un moment dans sa chambre, comme pour comprendre comment il vivait, ce qu'il voyait, ce qu'il ressentait. Et plus j'y restais, plus je sentais que j'étais passé à côté de quelque chose d'essentiel. Je croyais que la réussite de mon fils serait naturelle, qu'il avait la force, l'intelligence, la discipline pour tout affronter. Mais je ne voyais pas qu'il payait cette image au prix de son propre bien-être. Lorsque je pensais lui transmettre des valeurs, je lui transmettais peut-être aussi mes propres angoisses, mes propres exigences, sans m'en rendre compte. Je me suis finalement éloigné de sa chambre et je me suis installé dans le salon. Je savais que je devais prendre une décision, la plus importante depuis longtemps. Il fallait que je parle avec lui, mais pas n'importe comment, pas avec des reproches, ni même avec des questions intrusives. Il fallait que je lui parle avec sincérité, avec vulnérabilité, avec cette transparence que je n'avais peut-être jamais vraiment osé lui montrer. Je devais lui dire que je l'avais entendu, sans lui dire comment. Je devais lui expliquer que je comprenais, sans prétendre tout savoir. Je devais lui offrir un espace où il pouvait enfin respirer. Cette idée m'effrayait presque autant que ce que j'avais entendu. Parce que je savais que pour l'aider, je devrais moi-même descendre de la position d'autorité dans laquelle je m'étais installé inconsciemment. Je devrais accepter de ne pas être un père parfait, de ne pas avoir toutes les réponses.
Je devrais lui montrer mes propres faiblesses pour qu'il comprenne qu'il a le droit d'avoir les siennes. À mesure que la soirée avançait, je sentais cette résolution grandir en moi, se teinter d'une calme certitude. Mon fils ne devait plus jamais penser qu'il était seul. Peu importaient les erreurs que j'avais pu commettre. Peu importait la maladresse de mes mots passés. À partir de maintenant, tout devait changer. Je devais être là, vraiment là. Pas le parent qui conseille depuis un piédestal, mais celui qui s'assoit à côté, qui écoute, qui accompagne. Et tandis que la nuit tombait lentement derrière les fenêtres, je me préparais intérieurement à la conversation la plus importante de notre vie. Une conversation qui n'était pas encore arrivée, mais qui allait décider de tout ce que notre famille deviendrait. Et je savais déjà que rien ne serait simple, que rien ne serait immédiat. Mais j'étais prêt. Parce que ce que j'avais entendu ce jour-là, même s'il avait brisé quelque chose en moi, avait aussi ouvert un chemin que je ne pouvais plus ignorer. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un poids au fond de la poitrine, un mélange d'appréhension et d'urgence qui me ramenait sans cesse à la veille, à cette conversation involontaire qui résonnait encore dans ma tête. Le soleil se levait à peine, projetant sur les murs des teintes pâles qui semblaient hésiter entre la douceur et la froideur. Je suis resté un moment allongé, immobile, incapable de décider si je devais affronter immédiatement ce qui m'attendait ou retarder encore un peu l'inévitable. Mais je savais que chaque minute que je laissais passer ajoutait une couche de silence entre mon fils et moi, une barrière que je ne pouvais plus me permettre de laisser grandir. Je suis descendu à la cuisine, où le calme matinal faisait ressortir le moindre bruit. J'entendais l'eau couler du robinet, le souffle discret du réfrigérateur, et mes propres pas qui semblaient lourds, presque étrangers. J'ai préparé du café sans même réfléchir au geste, guidé par une routine qui contrastait brutalement avec l'état intérieur dans lequel je me trouvais. Je pensais à ce que je devais lui dire, à la manière dont je devais lui parler. J'avais peur de le brusquer, peur de mal choisir mes mots, peur de rouvrir des blessures qu'il n'était peut-être pas prêt à exposer. Mais j'avais surtout peur de ne rien dire du tout, de laisser passer cette chance inattendue de reconstruire quelque chose entre nous. Quand j'ai entendu ses pas dans l'escalier, mon cœur a accéléré malgré moi. Il est entré dans la cuisine avec cette apparence calme qu'il arborait depuis des années, ce visage maîtrisé, presque impénétrable, qui cachait désormais à mes yeux un monde bien plus fragile que je ne l'avais soupçonné. Je l'ai observé en instant, la manière dont il évitait mon regard, la façon dont il se déplaçait avec prudence, comme s'il marchait sur des œufs. Je me suis demandé combien de fois j'avais pu voir cette attitude sans en comprendre le sens, combien de signes j'avais ignorés simplement parce que je ne voulais pas imaginer qu'il puisse aller si mal. La journée a commencé ainsi, dans un silence discret, presque étouffant. Je n'ai pas cherché à aborder le sujet immédiatement. J'avais besoin de sentir le moment juste, de ne pas imposer une conversation qui devait venir d'un espace de confiance. Je voulais qu'il comprenne que je n'étais pas là pour le confronter, mais pour l'accompagner. Alors je l'ai laissé finir son petit déjeuner, je l'ai laissé se préparer, tout en cherchant la bonne façon de créer un terrain d'apaisement entre nous. La matinée s'est écoulée lentement, comme si le temps lui-même hésitait à avancer. Je l'ai observé discrètement, notant la fatigue dans ses yeux, sa manière de s'isoler par petites touches, de s'enfermer dans ses pensées. Je reconnaissais maintenant que ce comportement n'était pas nouveau. Il avait toujours eu cette tendance à se retirer, à gérer seul ce qu'il ressentait. Mais jusqu'à présent, je l'avais interprété comme un signe de maturité ou de calme. Je comprenais désormais qu'il s'agissait d'une stratégie de survie, d'une façon de tenir debout malgré le poids qu'il portait. Vers la fin de l'après-midi, alors que la maison était plongée dans une sorte de tranquillité pesante, j'ai enfin trouvé le courage de m'approcher de lui. Je ne voulais pas brusquer le moment. Je me suis simplement assis près de lui, à une distance respectueuse, laissant un silence doux s'installer, un silence qui n'était plus celui de l'évitement, mais celui de la présence. Je cherchais les mots, mais les mots ne venaient pas. Alors j'ai respiré profondément en me disant que parfois, le simple fait de montrer qu'on est là, réellement là, est plus important que n'importe quelle phrase. Il m'a regardé brièvement, avec cette expression prudente qui m'a rappelé douloureusement tout ce qu'il retenait en lui. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que je ne pouvais plus tergiverser. Je devais lui parler, non pas comme un parent qui donne des leçons, mais comme un être humain qui reconnaît ses erreurs. Je lui ai parlé calmement, en choisissant chaque phrase avec soin.
Je ne lui ai pas demandé pourquoi il se sentait ainsi, ni depuis quand. Je ne lui ai posé aucune question qui aurait pu lui donner l'impression d'être interrogé. Je lui ai simplement dit que j'étais là, que je le voyais, que je voulais être quelqu'un sur qui il pouvait s'appuyer, sans jugement, sans condition. Il n'a pas répondu immédiatement, mais son silence était différent cette fois-ci. Il n'était pas fermé, ni craintif. C'était un silence attentif, un silence qui cherchait à comprendre si mes mots étaient sincères. Je pouvais sentir son hésitation, sa peur de s'ouvrir, sa crainte de me décevoir encore une fois. Et dans cet espace fragile, j'ai compris que ce que j'avais à faire n'était pas de le pousser à parler, mais d'attendre, patiemment, jusqu'à ce qu'il se sente suffisamment en sécurité pour le faire. Nous sommes restés ainsi un long moment, 1 heure peut-être, peut-être plus. Le temps avait cessé d'avoir de l'importance. Petit à petit, j'ai senti quelque chose changer dans son attitude. Ses épaules se sont légèrement détendues, son regard s'est apaisé et son souffle s'est régularisé. C'était comme si une petite partie de lui se permettait enfin de relâcher la pression qui l'oppressait depuis si longtemps. Il ne s'est pas effondré, il n'a pas tout avoué d'un coup, mais il a laissé percevoir une faille dans son armure, une brèche minuscule mais suffisante pour que la lumière puisse commencer à entrer. À partir de ce jour-là, j'ai changé ma manière d'être avec lui. Ce n'était pas une transformation spectaculaire, mais plutôt un ensemble de gestes simples, répétés, constants. Je lui posais des questions plus douces, je prenais le temps de l'écouter vraiment, je remarquais ses silences, ses soupirs, ses hésitations. Je lui montrais que je me souciais de lui sans attendre qu'il accomplisse quoi que ce soit. Je ne valorisais plus seulement ses réussites, mais aussi ses efforts, ses tentatives, même celles qui n'aboutissaient pas. Je faisais attention à mes mots, conscient désormais qu'un commentaire en apparence anodin pouvait toucher une corde sensible. Avec le temps, il a commencé à se confier, par petites touches. Il parlait de ses inquiétudes, de ses difficultés, de cette pression constante qu'il ressentait. Il me racontait ses nuits où il avait du mal à respirer, sa peur de l'échec, sa sensation d'être submergé. Je l'écoutais, sans minimiser, sans dramatiser, sans chercher à corriger immédiatement. Je voulais qu'il sente qu'il avait le droit d'exister sans devoir se justifier. Et plus il s'ouvrait, plus je me rendais compte que ce que j'avais entendu ce jour-là n'était pas seulement un appel à l'aide, mais une invitation à revoir ma manière d'aimer. J'avais toujours cru que l'amour se montrait par la protection, par les conseils, par la discipline. Je comprenais maintenant que l'amour se montre aussi par la vulnérabilité, par l'acceptation, par l'écoute silencieuse. Je devais lui offrir un espace où il pouvait être lui-même, sans masque, sans peur de décevoir. Au fil des semaines, j'ai vu son regard changer, ses traits s'adoucir. Sa chambre n'était plus un refuge où il se cachait, mais un lieu où il pouvait se reposer. Il mangeait mieux, dormait un peu plus sereinement, riait parfois sans se forcer. Il y avait encore des jours difficiles, bien sûr, des moments de doute, des replis silencieux. Mais il ne me portait plus tout cela seul. Je sentais qu'il me laissait entrer, progressivement, avec prudence, mais avec confiance. Et un soir, alors que nous étions assis côte à côte, il m'a remercié. Pas avec des mots grandioses, mais avec un regard qui disait tout. Un regard qui m'a fait comprendre que ce que j'avais entendu ce jour-là n'avait pas seulement changé ma vision de lui. Cela avait aussi transformé la manière dont lui-même se voyait. Il n'était plus l'enfant qui devait être parfait. Il était un être humain, avec ses forces et ses fragilités, et il avait enfin le droit d'exister sans masque. C'est ce jour-là que j'ai compris que ce coup de téléphone oublié n'était pas un accident. C'était une chance, une ouverture, une vérité qui m'avait été offerte pour que je puisse devenir un meilleur père, et peut-être un meilleur homme. Aujourd'hui encore, je repense souvent à ce moment, à ce souffle tremblant, à ces mots qu'il n'aurait jamais osé prononcer devant moi. Et je me dis que parfois, les plus grands tournants de nos vies arrivent sans prévenir, portés par un fil invisible qui nous oblige à regarder ce que nous avions refusé de voir. Ce que j'ai entendu ce jour-là a tout changé à jamais, pas seulement pour lui, mais pour nous deux. Et c'est peut-être cela, finalement, le véritable sens de la famille. Apprendre à se retrouver, même quand on croyait ne plus savoir comment se parler.